Cosa Vostra. C'est vrai que les territoires historiques du monde, c'était plutôt politique, international, économie. Maintenant, on s'intéresse à des thématiques qui sont toujours généralistes, parce que le monde, c'est un quotidien généraliste, mais qu'avant, on traitait pas ou peu, ou alors qu'on mettait un peu dans un coin du journal. Ouais. Tu vois. Donc, au-delà de la culture, on parle de mode, on parle de culture numérique, de manga, de jeux vidéo. Et tout ça, c'est des contenus qu'on pousse maintenant, qu'on met en avant, et qui, en plus, sont des vrais cartons d'audience et d'abonnement. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Quentin Lerède. Quentin, bonjour. Bonjour François. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, tu es un nouvel invité de Mediarama provenant du monde.fr, après la venue de Sacha Morin, on se souvient, et le Loup, il y a quelques mois de cela. Et donc, toi, tu es Product et Audience Director au Monde. C'est ça. Je suis un fidèle auditeur de ton podcast, donc. Eh ben écoute, c'est parfait. Donc tu connais déjà un petit peu la trame, le ton, et donc tu sais voilà tout ce que tu vas pouvoir nous dire sur le monde. Alors tu es Product et Audience Director, non plus adjoint comme tu pouvais l'être depuis peu, puisqu'il y a une réorganisation un petit peu au monde suite au départ de Sacha Morin. Ça a été un peu le grand départ annoncé sur LinkedIn. Le trauma. Exactement. Donc on salue Sacha et puis on suivra bien ce qu'il fait évidemment. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est d'être Product et Audience alors directeur des audiences et du produit, on va le dire à la française, à la Le Monde. À la Le Monde, exactement. C'est quoi ton périmètre d'action? Ouais, bien sûr. Déjà, moi, je travaille dans les équipes de Lou Grasser que t'as reçu, qui est maintenant directrice des opérations numériques, et on travaille et qui travaille étroitement comme moi avec Paul Lalleux, qui est donc le CTO du Monde, qui a succédé à Sacha Morin et qui était son adjoint auparavant. Mon premier scope d'action, c'est le produit. Alors, le produit, pour moi, c'est une évidence, mais peut-être pour rappeler ce que c'est les services et les plateformes numériques qu'on développe au monde et qui permettent de diffuser les contenus qui sont créés par la rédac, donc notre site web, nos applications mobiles, mais aussi des produits à usage interne comme notre gestionnaire de contenu qu'on développe nous-mêmes, avec laquelle la rédaction... C'est pas que les produits grand public. Pour grand public, c'est aussi à destination des utilisateurs internes. Ouais. Et donc ça, vous avez un certain nombre de prix par exemple. Tu n'interviens pas quand même pour des produits RH ou des choses de process. Non, tout à fait. Tout ce qui est outils, etc. Là, on parle quand même autour de la production éditoriale. Ouais, tout à fait, exactement. Après, on réfléchit toujours dans notre logique. Est-ce qu'on build versus buy, quoi? Est-ce qu'on achète une solution qui existe déjà, qui est sur le marché, qu'on construit pas nous-mêmes parce qu'on n'aura pas une valeur ajoutée nécessairement très forte par rapport à notre métier, ou alors est-ce que du coup on la construit? Sur pour le cas du Monde, sur le gestionnaire de contenu, le CMS qui s'appelle Sirius, le Monde considérait que c'était un produit suffisamment stratégique pour qu'on choisisse de le développer nous. Donc pour ça, j'ai différentes équipes. Donc on a d'abord une équipe de product management, des product managers qui eux sont responsables de la stratégie produit, c'est-à-dire que ils vont analyser quelles sont les améliorations qui sont à faire sur nos produits numériques et ils vont en décliner une roadmap. On a aussi une belle équipe UX qui est dirigée par Romain Dorget, dans laquelle on a des designers produits. Donc ça, tu connais bien, vous en avez plein chez Cosa Vostra. Exactement. Donc eux qui designent les parcours, les interfaces, qui sont responsables de l'expérience utilisateur. Dans cette équipe, on a aussi des personnes en charge de la recherche utilisateur qui vont nous permettre de découvrir quels sont les problèmes que nos utilisateurs connaissent avec nos produits et quelles solutions on pourrait leur apporter. Et tous ces profils, avec les devs qui sont du coup dans les équipes de Paul Lalleux, sont réunis au sein d'équipes pluridisciplinaires qu'on appelle des feature teams. Donc au Monde, on en a 5. Une qui est dédiée autour de l'abonnement, une sur le web, une sur les apps, une sur le CMS, Sirius, et une sur la data. Et ces équipes,
elles sont habilitées à prendre les bonnes décisions sur les produits numériques dont elles ont la responsabilité. Parce qu'on pense qu'en fait, c'est à leur niveau qu'elles vont pouvoir construire les meilleurs produits numériques qui vont apporter de la valeur à leurs utilisateurs. Et il y a une notion de business aussi dans tout ça? Absolument. En fait, dans ces équipes? Ou c'est au niveau des product managers? C'est plutôt les product managers qui sont responsables de définir les objectifs et les résultats qu'on veut atteindre. Mais ça doit infuser dans toute l'équipe, en fait, la roadmap et les OKR, donc c'est des objectifs et des résultats clés qu'on met au niveau des équipes. Ils sont co-construits avec l'ensemble de l'équipe et avec les devs également. D'accord, oui. Donc ça, c'est un peu. Je le rappelle, parce que c'est important, quoi. On ne sait plus juste du projet, de la tech, etc. Il y a vraiment une notion stratégie, business, rentabilité, etc. dans ces équipes-là, quoi. C'est un peu ce qui effectivement différencie les orgas produits vers une orga plus traditionnel avant, qui était une gestion de projet, où il y avait une séparation par silo plus claire entre le business et entre les équipes qui réalisaient les projets. Là, maintenant, le produit, c'est un peu égal au business, en fait. Voilà. Ouais, exactement. C'est ça. Pour simplifier, effectivement, j'aime bien le dire effectivement aussi comme ça. Et sur l'audience, parce que je non, mais exactement, ça va être ma question. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, directeur des audiences? C'est quoi? C'est l'engagement? C'est prendre le pouls de la communauté? C'est quoi concrètement? Ouais, c'est un peu ça, tout à fait. En fait, en tant que directeur de l'audience, je suis responsable du développement de l'audience du monde sur ces produits numériques. Donc, une fois qu'on les a conçus, il faut qu'il y ait des gens, en fait, qui les utilisent. Donc, on a des objectifs. Par exemple, le monde, pour t'en donner un, c'est pas nécessairement d'être la première plateforme d'information tout le temps, mais par contre, on doit l'être sur les temps forts d'actualité. Quand il se passe un événement majeur, c'est vrai qu'aujourd'hui, Le Monde est plutôt une référence pour le public, et c'est là qu'on doit être premier. Donc, moi, un de mes objectifs, c'est d'assurer qu'on remplit toujours ce critère. Et pour ça, comment on fait? On fournit à la rédaction un accompagnement pour développer ses audiences. Donc, la première chose, c'est qu'on fait des études, des bilans qui permettent déjà de suivre absolument tout ce qu'on fait. Donc, la data, en fait, est quand même très importante et beaucoup diffusée dans les différents services. Mais on fait aussi, bien sûr, des recos SEO, je sais pas, sur la titraille, les horaires de publication, quels sont les trends de recherche, comment on se positionne par rapport à nos concurrents sur certaines thématiques. Et ça, en fait, on les voit régulièrement et ça permet d'ajuster les dispositifs éditoriaux pour qu'ils ramassent le maximum d'audience. Et ça, ces rapports-là, tu leur envoies par mail, de manière très pragmatique, c'est un truc quotidien, c'est directement dans l'outil, c'est... Un peu tout ça. Parce que je veux dire, toi, tu dois essayer de ravacher ça en permanence. À quel point ils sont demandeurs ou ils répondent? Comment est-ce que tu t'assures de l'efficacité de ce que tu produis? Ils sont très demandeurs. Faut d'ailleurs, on fait attention à pas non plus noyer sous la donnée. Et après, l'équipe audience, elle est quand même assez importante. Il y a une douzaine de personnes. Elle est dirigée par Stéphanie Léchelon. Et donc, il y a différents pôles qui travaillent. Donc, il y a toute une partie de reporting automatique. Il y a aussi des ateliers thématiques qui sont faits avec la rédaction. Et après, on a un peu des réunions de gouvernance. Par exemple, on en a une tous les mois. Là, la prochaine, c'est lundi, avec toute la direction de la rédaction, où on observe nos audiences et où il y a Jérôme Fenoglio aussi, le directeur du journal. Et on observe notre performance et on a une discussion constructive entre quelles sont les adaptations qu'il faudrait faire, là où est-ce qu'on a bien réussi, là où on a été moins bon. Et c'est là aussi que des décisions stratégiques peuvent être prises sur les évolutions des pratiques éditoriales ou des thématiques à traiter. Donc c'est à la fois la technique, UX et édito dans ces grandes réunions. Exactement. Et pour te donner un exemple récent, c'est vrai que l'actualité de fin d'année, elle a été très chargée entre le conflit Israël-Hamas, la guerre en Ukraine, les différents événements, les attentats qu'il y a eu en France. À un moment donné, on s'est retrouvé avec beaucoup de lives qui étaient ouverts. Et c'était pas tenable sur le long terme pour la rédac qui pouvait pas assurer... En termes de ressources. En termes de ressources, exactement. On a quand même 540 journalistes, c'est un super beau... c'est une pool de journalistes au monde, mais néanmoins, ça reste quand même un ensemble fini. Ouais. Et donc, du coup, il a fallu prendre une décision sur les lives qu'on poursuivrait ou qu'on continuerait. Et donc, c'est toujours la rédaction qui prend la décision, mais au vu des analyses qu'on peut leur vous alimentez quand même pour qu'ils prennent une décision. Exactement. La plus sage possible. La plus sage possible. Et c'est pour ça qu'a été prise la décision, par exemple, dans ce point qu'on appelle édito market, d'arrêter
le live sur Israël-Hamas et de poursuivre celui sur l'Ukraine. Parce qu'on pouvait pas garder, c'était des lives quotidien, on pouvait pas en garder 2 en parallèle si longtemps. Mais bien sûr, de continuer à couvrir Israël-Hamas. Ouais, bien sûr. Voilà, et là, effectivement, parce que j'imagine, c'est pas que drivé par les audiences. Non, il y a aussi des choix éditoriaux. Absolument. Qui sont faits, quand bien même des choses marcheraient pas en audience. Absolument. Tu les poursuis. Donc, c'est des arbitrages qui sont faits entre l'édito, mais en tout cas, avec aussi la bonne data, voir ce qui cartonne. Il pourrait aussi y avoir des choses peut-être moins intéressantes, mais qui cartonnent en audience et que tu dis, bon, bah, allez, ça, je continue de couvrir parce que les gens, ils sont demandeurs, quoi. Absolument. Et puis, de toute façon, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller dans les deux sens. Et de toute façon, c'est toujours la rédaction du Monde qui choisit. Qui choisit, au final. Il y a du quali, en fait, parce que là, on parle de métriques un peu quanti, mais est-ce qu'il y a aussi des métriques quali que vous regardez, je sais pas, qui peuvent aussi driver un peu tout ça? Ouais, tout à fait. Sur le quali, on a, comme je te disais, on a des personnes qui sont responsables de la recherche utilisateur. Donc, en fait, nous, on collecte une espèce de référentiel de retour utilisateur qui est centralisé, qui provient de plein de sources différentes. Donc, comme quoi, par exemple? Alors, par exemple, on a pas mal de questionnaires qui sont insérés dans nos différents produits ou dans le cycle de vie de l'utilisateur. Par exemple, quand tu t'abonnes, tu l'es peut-être. Je le suis. Voilà, tu as reçu sûrement à un jour, un questionnaire pas longtemps après ton abonnement, qui te demande déjà quelques informations. Si par exemple tu te désabonnes, donc je te le souhaite pas, mais si tu le faisais, tu recevrais un questionnaire au bout d'1 mois pour te demander un peu les raisons de ton désabonnement. Après, on a aussi les commentaires sur les stores. Et tout ça est connecté, centralisé. Tout ça est agrégé. Ouais, d'accord. Connecté, centralisé. Sur le site, il y a des petites bullettes. Je donne mon avis comme ça où tu peux collecter. Et ça, c'est de la matière pour nous. Et puis on fait aussi des tests qui peuvent être modérés ou non modérés, qui peuvent être à distance ou qui peuvent être en présentiel dans nos locaux, où on invite des lecteurs à venir nous donner leur avis sur un projet qu'on est en train de développer, une idée qu'on a, un prototype qu'on aimerait leur soumettre. Et tout ça, bah voilà, tous ces retours quali, ils sont essentiels. Et on fait, pour finir, aussi des grandes études parfois. Donc sur les abonnés, on fait une grande étude tous les 2 ans. D'accord. Et sur les lecteurs gratuits aussi, tous les 2 ans en alternance. Ouais. Voilà. Donc ça, vous connaissez a priori quand même bien vos audiences. Et vous lancez pas, enfin le corollaire de ça, c'est que vous lancez pas de choses sans avoir quand même pris le pouls. Ouais, on s'appuie vraiment sur des insights pour alimenter et orienter la stratégie produit. Ouais, c'est ça. Après, c'est jamais parfait comme système. C'est-à-dire que des fois, on a des intuitions qu'on veut avoir envie de tester très vite et si c'est pas très cher d'aller le tester, on va peut-être pas se dire qu'on a besoin de se commander une grande étude avant qui, elle, pourrait être coûteuse. Ouais. Donc, on essaye toujours d'équilibrer entre le niveau d'études qu'on a besoin de consolider en amont avant de lancer une expérimentation, avec aussi quelque chose qui puisse être assez rapide et qui nous permette d'itérer, quoi. Ouais. C'est un équilibre à trouver. C'est un bon équilibre à trouver, exactement. Je reviens rapidement sur la matinale. C'est marrant, la matinale, quand même, je sais pas, alors t'y étais pas, mais c'était un projet au départ financé par un fonds Google, et ça a cartonné depuis. Et donc, c'est toi qui évoquais, je pense que tu venais arriver probablement au Monde, dans un article d'Hyper News, et t'en parlais comme d'un outil de rétention, parce qu'en fait, ça a été passé pour tous les abonnés. À un moment donné, je crois que c'était réservé à un type d'abonnement un peu premium, et que c'est une des apps où il y a le plus d'engagement. Est-ce que c'est toujours le cas 2 ans plus tard? Alors, oui, c'est vrai sur l'engagement. Par exemple, tu as des indicateurs qui sont très bons sur la matinale. C'est par exemple le taux de complétion, c'est le fait de lire l'article jusqu'au bout, le temps passé par session. C'est vrai aussi sur l'audio, où les lecteurs sont assez assidus. Il y a de l'audio avec on en a beaucoup parlé aussi. Tout à fait. Ouais, ce qu'on appelle le text-to-speech. Le text-to-speech que vous avez fait avec Microsoft, je crois. Qui est une lecture synthétique générée par une IA des articles écrits par Le Monde. D'assez bonne qualité. D'assez bonne qualité, effectivement. Alors, sur la rétention aujourd'hui, sur l'engagement, c'est tout à fait vrai. Sur la rétention, maintenant, c'est peut-être un petit peu plus équivalent avec l'autre application de flux qui s'appelle l'actualité en direct. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une proposition qui nous permet de toucher des usagers qui sont un peu, tu vois, un peu des hyper informés, mais en contrôle. Ouais. Donc, on en parlera peut-être plus tard, mais en fait, nous, la matinale, on le voit comme un format éditorial c'est un format éditorial fini. Tu vois, t'as un début et une fin. En fait, la rédaction te propose une hiérarchie. C'est un peu l'idée, effectivement. Voilà. Un produit fini qui peut reprendre un petit peu une éditorialisation que tu peux trouver dans un
un journal print. Un journal print, absolument. Donc avec un début et une fin, et sur lequel le lecteur lui-même met sa couche en choisissant ceux qu'il veut, ceux qu'il veut garder. Ce qu'il veut garder. Et en fait, ça, on pense que ce type de format, ça peut être une bonne solution à la problématique de la fatigue informationnelle, parce que on sait que les applications de flux qui sont aussi très importantes, elles peuvent avoir un petit côté vertigineux qui s'arrête jamais et qui, du coup scroll infini et effectivement toute ta routine et tu reprends ton téléphone toutes les 30 minutes pour voir ce qui s'est passé ou tu reçois des pushs. Donc voilà. Donc ça c'est pas mal pour des personnes qui veulent éviter de passer en mode hyper connecté, submergé quoi. Voilà, et c'est une espèce de curation, et ça permet de toucher ces gens-là qui je pense peuvent être rebutés aujourd'hui non plus envie d'aller voir des apps où il y a trop de... Mais tout en gardant quand même des gens qui viennent tous les jours, parce que la matinale, c'est quand même une routine quotidienne. Et voilà. Donc c'est un peu ça l'idée avec cette appli qui pour ça que l'engagement fonctionne bien dessus. Et ça me fait, on parlera justement, parce que c'est un peu dans la même lignée probablement que de découvrir ce projet que vous avez, mais on va en parler dans une seconde justement, on creusera un peu le sujet de la fatigue informationnelle. Toujours sur les audiences, comment vous allez chercher de nouveaux usagers, les jeunes usagers? Quelle stratégie de conquête vous mettez? Ça fait partie un peu de ton rôle là sur l'audience. Est-ce que c'est que du TikTok? Qu'est-ce qui serait un peu réducteur évidemment, même si probablement il y a du TikTok. Pas probablement, vous en faites en l'occurrence. C'est quoi un peu la grande stratégie de conquête? Ouais. Alors, de toute façon, le monde, c'est des identités multiples et des audiences très hétérogènes. Il n'y a pas du tout un persona. Enfin, s'il y en a un, mais en tout cas, on peut pas. Il ne sert pas beaucoup. En fait. C'est ça. Voilà. Non, il y en a. On peut pas le résumer. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on est un journal papier, mais on est aussi. On a plusieurs applications mobiles. On a un site web. On a une chaîne d'information sur TikTok. On a des podcasts, etc. Et ça montre que le journal, il a réussi en fait à s'adapter aux audiences, aux gens, aux habitudes, et aussi à la technologie, parce que les usages ils changent. Donc, nous, en fait, on est présents sur les plateformes qui sont beaucoup utilisées par les jeunes audiences. Nous, ça fait très longtemps qu'on est sur les plateformes. Facebook, je crois que c'était en 2008, Insta en 2012, Snapchat en 2015 ou 2016 et TikTok en 2020. Et à chaque fois qu'on va sur ces plateformes-là, la question qu'on se pose, c'est toujours la première, c'est est-ce que ça correspond, ce qu'on pourrait y faire correspond aux standards éditoriaux du monde? Parce que nous, ce qu'on souhaite, ce que la rédaction souhaite, c'est de fournir un contenu journalistique de haute qualité, en particulier c'est là que c'est intéressant, sur des plateformes où la désinformation peut être quand même largement répandue. Ouais, très forte. Et bien sûr de s'adapter à ces nouveaux modes de consommation. Donc, nous, pourquoi on y va? C'est d'abord pour développer notre notoriété. Ces audiences, elles ne nous connaissent pas aussi bien que des publics qui sont plus âgés, donc c'est une manière pour nous de positionner le monde comme un média de référence qui est fiable et qui est aussi innovant. Et c'est faire connaître notre marque à ces nouveaux publics. C'est souvent le premier contact qu'ils ont avec nous. Et ça, clairement, c'est investir dans notre futur lectorat et nos futurs abonnés, quoi. Donc, il y a zéro objectif de monétisation sur des TikTok, Snap, etc. C'est de la noto, des belles choses et puis le devoir d'information, etc. Ouais, globalement c'est ça. Et ce qu'on y fait pour ça sur les vidéos, alors on fait plein de formats vidéo différents, mais il y en a un en particulier dont je peux parler, c'est l'explainer qu'on fait. Donc c'est des petites vidéos explicatives en verticale. Ça on l'adapte aux usages de ces plateformes. Donc c'est des vidéos incarnées avec en général des jeunes journalistes plutôt créatives, avec un montage dynamique qui retient l'attention, mais les mêmes standards de qualité éditoriale qui sont ceux du monde. On en fait à peu près 10 par semaine, et globalement maintenant on les publie sur toutes les plateformes, parce que avant il y avait des choses très différentes. On faisait des choses différentes pour Insta, pour Snap ou pour TikTok, mais parce que les plateformes étaient plus singulières, et maintenant en fait elles se sont toutes copiées les unes les autres. Ouais, il faut dire les choses, hein. Tu retrouves entre les shorts, les reels, exactement. TikTok, un bon contenu grosso modo, il se retrouve partout. Il se retrouve partout. Et ça, en fait, ça c'est important. C'est pas. Je veux dire, il y a encore quelques mois, années, on disait, il faut vraiment faire du contenu absolument spécifique par plateforme. Ce qui marche sur Insta ne marchera pas sur TikTok. Et t'as l'impression que ça s'est lissé. Ouais, ça s'est beaucoup standardisé en fait, parce que les plateformes se copient en fait. Donc du coup pour nous c'est plutôt bénéfique, parce que carrément. Ça réduit nos coûts de production pour faire des vidéos, et ça nous permet de les diffuser partout assez facilement, quoi. Ça, vous l'exportez directement de Sirius? Vous avez
des outils dans Sirius qui permettent d'adapter les contenus pour les réseaux sociaux ou non, c'est fait dans les outils natifs par les jeunes journalistes qui sont un peu autonomes? C'est fait par les services vidéo. Il y a un service vidéo horizontal et un service vidéo vertical qui font ce super travail. Et nous, bien sûr, à l'audience, on leur fait des recommandations sur les pratiques aussi de ces plateformes. Mais pour beaucoup d'entre eux, ils les connaissent aussi très très bien, bien sûr. Un exemple peut-être que j'ai en tête aussi, c'est la bascule qu'on a fait sur Instagram. Jusqu'à l'année dernière, milieu d'année dernière, en 2022, en fait, Instagram, c'était plutôt des images un peu froides, inspirantes, des belles photos, quoi. Ouais, voilà. Belle DA, c'est ça. C'était un peu. Et en fait, on a complètement changé l'approche parce qu'on voyait qu'en fait, l'engagement commençait à stagner, voire à régresser un peu. Déjà, on a mis des reels dessus, et pour 3/4 des contenus qu'on poste, ça reste des images, mais par contre, c'est plutôt des albums dans lesquels on incruse des titres dans l'image pour des infos essentielles, ou alors on fait 4 à 10 diapos pour une plongée en profondeur. On met des interviews, des enquêtes. Enfin, on traite pas que les sujets d'actualité et pas que des trucs évidents pour les jeunes publics non plus, parce que, enfin, on change pas l'ADN du monde en fait, tu vois. Et ça, en fait, 1 an plus tard, ça a été plutôt un pari gagnant parce que en fait, le reach il a progressé de 50% et les interactions sur les articles, elles ont presque doublé. D'accord. Donc voilà. Et je crois qu'en termes de démographique, on a 56% des personnes qui ont moins de 35 ans, et sur TikTok et Snap, c'est 50% qui ont moins de 25 ans. Donc voilà. Donc, vous touchez a priori quand même aussi ces jeunes audiences. Est-ce que sur l'IA, puisqu'on est un peu sur des initiatives, vous avez fait des expérimentations? Est-ce que justement, on parle là de vidéos, il y a plein de choses à faire sur les vidéos. Tu vois, tu parles de ces diapos. On peut imaginer générer des vidéos par l'IA. Il y avait PicaArt, je sais pas si tu as vu, qui permet de faire ça en quelques secondes. C'est assez fou. Donc, est-ce que vous forcément... Ça y est, tu as eu ton accès parce que oui, j'ai eu mon accès, exactement. Alors, ça permet pour ceux qui ne connaissent pas, par un prompt de générer une vidéo. Alors, elle dure que 3 secondes. Hein. Ok. Donc, tu vois, si tu veux vraiment faire un film, il faut un peu enchaîner, mais c'est assez bluffant. Donc, est-ce que vous faites des expérimentations un peu autour de tout ça? Alors, donc, oui, comme tout le monde, on s'interroge beaucoup sur les opportunités et les bouleversements qui sont liés à l'accélération de toutes les solutions d'IA générative qu'on a vu arriver l'année dernière. Peut-être le premier truc à dire, c'est que la rédac du Monde vient de se doter très récemment d'une charte d'usage de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on l'a publié encore, mais en gros, il y a 4 points à peu près essentiels qui donnent un cadre en fait sur ce qu'on peut faire, ce que les journalistes peuvent faire et ce que nous aussi dans les produits numériques qu'on développe, on peut faire. La première chose, c'est que on souhaite pas utiliser l'intelligence artificielle pour générer des contenus ex nihilo, c'est-à-dire qui partent de rien. Ça doit toujours partir d'un contenu qui a déjà été produit. Journalisme augmenté, on va dire. Voilà, c'est ça. Pas la full automatisation. Exactement. Par contre, on peut l'utiliser comme un outil d'assistance à la production éditoriale, mais par contre sous supervision toujours d'une équipe édito. On doit informer les lecteurs des différents cas d'usage de l'IA générative dans nos rédactions, et pour générer des images, on a fait un cas spécifique là-dessus, ce sera prohibé. Sauf si il peut faire des exceptions. Si tu fais un article sur la génération d'images, pour illustrer, tu peux l'illustrer, okay. Et tu l'écris spécifiquement. Ça veut dire que vous préférez faire du stock photo, par exemple, sur certains trucs. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de stock photos sur le monde, donc vous avez quand même a priori les moyens d'avoir des vraies photos. Oui. Et tu vois, il peut y avoir plein d'articles. Je discutais avec un éditeur où ils font des trucs sur la police. T'as toujours une photo, stock photo avec une voiture de police, tu vois. Ouais. C'est un peu nul. Donc, tu pourrais imaginer que dans ce cadre-là, si c'est pas une commande originale, une image générée par l'IA pourrait avoir une valeur ajoutée. Tout à fait, mais on a fait le choix que ce soit pas le cas. Je pense plus dans un contrat de transparence avec nos lecteurs vis-à-vis des interrogations que peut susciter. Ouais, au moins c'est simple. Il y aura pas d'illustration générée par l'IA dans le monde. Donc maintenant, une fois qu'on a posé cette charte, tu vois, on peut faire beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc évidemment, les équipes, par exemple vidéo, qui font du motion design, elles utilisent dans leur montage des assistances pour permettre de générer un certain nombre de choses. On peut citer, j'en ai parlé tout à l'heure, le text-to-speech, c'est de l'audio qui est généré à partir d'un texte qui a été écrit par un journaliste. Mais c'est un bon exemple d'IA générative qui est utilisé. On s'en sert aussi pour le monde en anglais. Puisque pour la traduction. La traduction, absolument. Qui nous expliquait justement qu'une partie était traduite
de base un outil de traduction automatique. Tout est traduit. Et après, c'est localisé humainement. Enfin, en tout cas, revu par la rédaction, relu, révisé par la rédac. Ouais. Et puis, l'autre aspect où on l'utilise, c'est on travaille avec dans l'assistance au métier de la rédaction, donc dans notre gestionnaire de contenu, dans le CMS Sirius. Évidemment, on voit ce qu'on peut faire pour permettre d'accélérer des tâches. En fait, tout ce qui permettra de décharger le journaliste de tâches un peu rébarbatives à faible valeur ajoutée. Oui. Pour lui libérer du temps sur de la vraie création de valeur. Donc, ça peut être sur des enrichissements, de la mise en forme, des référencements. Ou même aller sur le terrain ou de l'investigation. Oui. Là, je parlais de ce que nous, on essaye de faire dans le produit. Donc, quand on écrit un article, au niveau du produit. Voilà, tu vois, au niveau de la mise en forme, des enrichissements, des liens, de la recherche, tout ce que tu peux accélérer sur cette partie, ça, c'est du temps dégagé pour faire autre chose qui a plus de valeur. Et ça, les journalistes sont plutôt preneurs de ce genre de choses. Dès que ça peut leur faire gagner du temps sur des tâches rébarbatives, qui n'est pas la pure création de contenu, ils sont contents. En tout cas, tous les journalistes avec lesquels on travaille sur ces questions-là, ils sont plutôt carrément partants, ouais, effectivement. Ouais. Bon, top. On l'a un peu évoqué, la fatigue informationnelle. Alors, je l'ai mis un peu comme un chapitre parce que vous avez notamment lancé un... Alors, je sais pas si c'est un produit ou c'est une rubrique ou c'est un format, découvrir. Comment tu le... un espace, ouais, c'est un bon. Un espace, une rubrique. Non, c'est pas une rubrique, ouais. Non, donc voilà. Et j'ai vu ça. Alors, je l'ai vu en tant qu'abonné, mais il a surtout été interviewé aussi par The Audiencers, qu'on salue, qui a eu le primeur de t'interviewer l'année dernière. Et voilà, parce que certains médias se contentent de lancer des newsletters plus positive ou de faire du journalisme de solution, et vous, pour répondre un peu à ce besoin réel de fatigue informationnelle, c'est pas juste un buzzword, ça existe réellement. Vous avez lancé donc cet espace découvrir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, on fait aussi des newsletters positives, dont la Feel Good, qui est avec ce jeu de mots FIL et Feel. Ouais. On a 100 000 abonnés, c'est la 5e newsletter du monde, donc elle cartonne. Et on l'a arrêté pendant quelques mois, on l'avait lancé pendant le Covid, sans d'ailleurs avoir bien en tête les problématiques de fatigue informationnelle à l'époque, tu vois, mais c'était un peu une intuition de la rédaction. On l'a arrêté et on a eu plein de retours de lecteurs qui nous ont dit « Ah non, arrêtez pas ça !» Donc on s'est débrouillé pour la remettre. Voilà, d'utilité publique, exactement. On a parlé des formats finis comme la matinale, on a le journal électronique aussi qu'on va mettre bientôt dans l'application de Flux, justement pour enrichir un peu aussi la proposition de différents formats au sein de notre application de Flux, qui est quand même le vaisseau amiral. C'est-à-dire, vous allez mettre le journal électronique, le journal version électronique, c'est la version PDF, qui est donc là aujourd'hui sur une autre application. Ouais, va intégrer l'application de Flux. Comme vous allez unifier. On va unifier un petit peu. C'était le cas à l'époque, il y a quelques années, où l'application, il y avait un flip et tu passais sur la liseuse. Donc ça a changé un peu avec les technos. Ouais, mais donc là, vous allez réunifier dans une seule application le flux et le journal. Ouais, l'application indépendante va rester encore au moins un certain temps, mais on retrouvera son journal directement dans son écosystème. Tu l'auras aussi, exactement, c'est ça. Et ça, c'est aussi un peu dans cette logique de mieux exposer les différentes manières de consommer l'information, de s'adapter un peu aux besoins et aux usages de nos lecteurs. Et donc, alors, découvrir, c'est une rubrique, c'est un pas de côté au flux de une, d'ailleurs, il est juste à côté, dans lequel tu vas y trouver des thématiques positives, on va dire, la food, du lifestyle, du voyage, mais aussi du journalisme de solution, et des contenus sur des thématiques un peu plus froides, mais qui peuvent être liées à des nouvelles sphères dans lesquelles le monde maintenant prend la parole. La sphère personnelle, par exemple, donc ça peut être l'intimité, la parentalité, le rapport à soi, l'amour, ou aussi des thématiques pratiques comme, je sais pas, le logement, l'argent, etc. Enfin, tout ce qui s'éloigne du hard news, du flux de une qui est très... sans que ce soit non plus un truc trop infotainment. Voilà. Ah ouais, non, ça c'est pas l'idée. Non, c'est pas l'idée, mais c'est pas évident, tu vois, de trouver un peu ce juste entre ceux qui pourraient venir là, mais ils doivent quand même un peu être au courant de ce qui se passe et être justement dans le truc trop béni oui infotainment où tu passes un peu à côté. Ça, c'est la rédaction qui s'occupe de ça. Alors, découvrir, c'est tout à fait. Alors, le projet, il est pas venu immédiatement de la rédaction, en fait, puisque du coup, il est né lors d'un hackathon qu'on a organisé dans les équipes numériques. Donc, c'est Sacha et Lou qui avaient organisé ça l'an dernier. Et donc, en fait, c'est une équipe de 5 personnes
Alors, c'est Florence, Nicolas, Jérémy, Agnès et Georgia, qui viennent du dev, du produit, de l'UX, qui se sont montés dans ce hackathon interne. Voilà, et qui ont eu envie d'offrir à nos lecteurs un espace de respiration dans l'application mobile qui répond un peu aux critères que je t'ai décrits. Ouais. Et en fait, c'est le projet qui a gagné le hackathon, voilà, sous on va dire le jugement du jury qui était composé de Louis Dreyfus, Jérôme Fenoglio, Sacha et Lou et Arnaud Aubron. Et du coup, il est parti à la roadmap l'année d'après. Et là, c'est là que la rédaction est montée à bord. Et donc, on a eu Françoise Tovo, qui est directrice déléguée de la rédaction, qui est venue du coup s'approprier le projet avec nous. Mmh. Et donc là, comment ça fonctionne ? Globalement, il y a par rapport aux thématiques que je t'ai décrites, il y a un certain nombre de rubriques qui sont déjà prédéfinies. Et qui font automatiquement remonter dans le flux les contenus qui y sont éligibles. Et puis il y a aussi une action manuelle sur certains contenus qui sont pas forcément présélectionnés, sur lesquels ils peuvent intervenir pour les mettre dans le flux. Donc ça leur demande un travail quand même peu important. L'idée c'était pas de réécrire ou de retravailler tous les contenus. Ou de réanimer une nouvelle rubrique, parce qu'il y en a toujours la problématique aussi des ressources, quoi. Donc, voilà. Toujours. Partout, faut s'adapter. Donc là, l'idée, c'était quand même que ce soit assez largement automatisé, et c'est le cas, mais il y a toujours le moyen d'intervenir. On peut aussi enlever un article si on trouve qu'il n'est pas adapté, qui était automatique. Oui, j'imagine. Ça doit être. Et donc, belle place aux images. Ouais. Alors, pas de chapeau. Ouais, le chapeau, tu vois, on a fait un test utilisateur et on a vu que ça apportait pas beaucoup de valeur pour eux. Donc, du coup. Dans le cadre de découvrir. Dans le cadre de découvrir. Ouais, tout à fait. Et les images, bien sûr, t'as tout à fait raison de le pointer. Ça, c'est le travail de Florence Pouvacci, qui est notre product designer de la partie mobile, qui fait un super boulot et qui a voulu imaginer quelque chose de très immersif, très visuel, pour, encore une fois, justement, se différencier du flux de une. C'est clair. Ça n'a rien à voir. Ça fait plus magazine, effectivement. Exactement. Ouais. Et avec ce système de cartes aussi, comme ça, on a quand même un chapeau qui peut apparaître en swipant. Absolument. Exactement. Ouais. Et ça marche bien, les retours, les usages sont bons? Ouais, alors c'est intéressant parce que, en fait, on avait prévu de découvrir le 9 octobre. C'était la date de lancement. Sauf que le 7 octobre, le Hamas attaque Israël. Et donc, petit bouleversement, c'était plus adapté de lancer découvrir le lundi qui suivait, évidemment. Donc du coup on l'a décalé. On a compris que c'est un conflit qui allait durer, donc 10 jours plus tard on a choisi de le lancer. Oui, tu peux pas reporter non plus. Voilà, tout à fait. La vie continue. Et en fait la réponse des lecteurs a été super, parce que au contraire, en fait, c'était une approche différente qui était un peu salutaire dans cette actualité très, très forte et anxiogène. Les gens pouvaient pas forcément rester exposés qu'à ça tout le temps. Et donc, on a eu plein de retours de personnes qui nous ont dit « Ah bah franchement, là, en ce moment... » Bulle d'oxygène, quoi. Bulle d'oxygène. L'actualité était si déprimante que je pensais que j'allais me désabonner. Et en fait, c'est sympa que vous ayez fait ça, parce que du coup, j'ai encore envie d'ouvrir l'appli du Monde et je vais voir un peu autre chose. Donc là-dessus, on était hyper contents. Et en termes d'audience, ça marche plutôt bien. Après, paradoxalement, comme il y a eu une actualité très forte au même moment, en fait, on a fait des grosses audiences en fin d'année, en octobre. Ouais. Et donc, du coup, l'audience de découvrir paraissait quand même moins importante. Mais après, ça s'est un peu calmé. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment une proposition de valeur très stable et qui progresse même. Donc, qui vient bien compléter l'offre éditoriale. Donc, vous êtes content. Il n'y a pas de personnalisation là-dessus. C'est pas en fonction de ce que je lis ou des tags que je pourrais mettre. Ouais, alors non, il y a pas de personnalisation. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça permet un peu peut-être de dire un peu comment on aborde la question de l'approche de la personnalisation au monde. Qui est toujours un peu un serpent de mer, exactement. Tu vois, entre le full automatique, mais t'es dans une bulle, et la réalité qu'on a au quotidien à traiter la data pour faire vraiment un truc ultra précis, et puis se dire, bah non, en fait, l'info, elle est pour tout le monde. Donc, effectivement, c'est quoi votre position et comment vous le traitez? Alors, notre position, on va dire qu'elle est mesurée. Je pense qu'on pourrait et qu'on va en faire plus, mais c'est vrai que le challenge, comme tu l'as dit, c'est de trouver un peu le bon équilibre entre ce qui a toujours été historiquement le rôle du Monde, c'est-à-dire hiérarchisation, prescription, tout ce qu'apporte la rédac là-dessus sur les grands faits d'actu et que notre audience vient chercher,
et une curation algorithmique qui serait peut-être plus individuelle, qui te permettrait de paraître le papier qui est pile dans tes centres d'intérêt, mais qui pourrait aussi affadir cette promesse de sérendipité, tu vois, cette capacité à faire des découvertes impromptues que t'as pas prévues mais qui te sont utiles. Et là-dessus, c'est celle du journal. Donc la rédaction, elle est très vigilante là-dessus. Et si enfin moi je comprends, parce que si on opère une sélection des contenus qui est trop excessive avec un algorithme, on pourrait perdre ce processus-là. Et qui est dommage, parce que c'est aussi quand même ce que t'attends à un moment donné, de découvrir des trucs, des sujets qui sont importants et que tu les vois pas. Donc on en fait un petit peu. Ouais. Il y a des endroits dans nos produits qui sont plus personnalisés, mais on est assez prudent par rapport à ça. Et au-delà de découvrir, est-ce que cette réflexion sur la fatigue informationnelle, vous l'avez dans d'autres produits? Je sais pas, est-ce que ça a d'autres impacts? Alors, j'ai déjà un peu parlé des newsletters, qui est un format fini. J'ai parlé du journal électronique, j'ai parlé de la matinale. Il y a découvrir. Peut-être ce que je peux ajouter, mais c'est un tout petit peu plus édito, mais c'est quand même important parce que ça répond à ça. C'est vrai que les territoires historiques du monde, c'était plutôt avant politique, internationale, économie, voilà, sur lequel le monde était très très crédible, très légitime, et on s'inventerait moins sur des sphères différentes. Et ça a un peu changé depuis la gouvernance principalement de Jérôme Fenoglio, je crois. Maintenant, on s'intéresse à des thématiques qui sont toujours généralistes, parce que le monde, c'est un quotidien généraliste, mais qu'avant, on traitait pas ou peu, ou alors qu'on mettait un peu dans un coin du journal. Tu vois. Et maintenant, on met vraiment en avant. Par exemple, j'ai en tête du coup ce que je te disais sur la sphère personnelle. Donc, on a lancé... Oui, la newsletter, par exemple, Daron. Voilà, ça, c'est la verticale intimité, donc qui est autour de la parentalité, du sexe, l'amour, le rapport à soi. Donc Clara Georges est responsable. Mais aussi sur le lifestyle, au-delà de la culture, on parle de mode, on parle de culture numérique, de manga, de jeux vidéo. Et tout ça, c'est des contenus qu'on pousse maintenant, qu'on met en avant et qui, en plus, sont des vrais cartons d'audience et d'abonnement. Ça transforme bien, c'est des articles qui transforment. Ouais, je crois que notre article qui a fait le plus d'audience l'an dernier, c'est une tribune sur la parentalité. D'accord. Voilà. On l'aurait pas dit, hein. Sur le monde, non. Sur le monde. C'est ce qui a généré le plus d'audience. Ouais. Alors après, c'est évidemment pas représentatif de toutes nos audiences. Non, bien sûr. Diverses, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui fonctionnent très bien. Ouais, donc quand tu l'as identifié, t'as quand même intérêt à pousser ça d'une manière ou d'une autre. Tu sens que ça marche, quoi. Et je pense aussi que tu as parlé de journaliste de solutions. C'est aussi une approche qu'on a. Je pense que par exemple sur la crise climatique, la rédaction sans bien sûr du tout, traite complètement toutes les problématiques qui peuvent être potentiellement très anxiogènes. Mais elle a aussi une approche. Je pense par exemple au podcast que fait Nabil Wakim, Chaleur Humaine, qui est dans un ton avec une incarnation qui permet aussi à éviter un peu que l'information tombe en surplomb sur les gens, plutôt dans un rapport de conversation et de solution, pas qu'est-ce qu'on peut faire, Qu'est-ce qu'on peut faire, et qui est pas juste dans le catastrophisme, quoi. Exactement, voilà. Et il y a aussi la série adaptation qu'on avait fait cet été sur comment on s'adapte au réchauffement climatique. Voilà, donc je pense que la problématique de la fatigue informationnelle, elle est aussi traitée et embrassée par la rédaction à travers ces perspectives éditoriales sur la ligne édito aussi, qui se diversifient un peu. Ouais, c'est intéressant de façon de le traiter par tous les angles, hein. UX, les formats, exactement, et la ligne édito. Ouais. Donc c'est quelque chose que vous avez bien à cœur. Super. Écoute, est-ce que tu as des inspirations, toi, d'autres médias que tu regardes, peut-être autour de ce sujet de fatigue informationnelle, où tu te dis ça c'est quand même pas mal, on pourrait y aller, même si c'est des petits. Ouais, sur la fatigue informationnelle, il y a je pense que on voit des choses qui sont intéressantes, qui peuvent être utilisées avec les intelligences artificielles, notamment. Tu vois, les choses qui permettent. Est-ce que le résumé d'article ou est-ce que des explainers qui sont faits rapidement, ça peut aider à. Je suis pas complètement convaincu, mais en tout cas, c'est des réflexions intéressantes. J'ai vu qu'il y avait je crois que c'est un plugin Chrome qui s'appelle Artifact ou qui permet de faire des résumés d'informations pour les enfants. Ouais. Voilà, tu vois, est-ce que si tu veux chercher à expliciter, parce que souvent dans l'explainer, l'avantage, c'est qu'il permet de déconstruire une problématique qui est peut-être très anxiogène, mais une fois que tu l'as compris un peu mieux,
tu peux passer à l'étape d'après, qui est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut régler le problème. Exactement, mais moi, tu l'as bien voilà, comment est-ce que tu es capable de l'expliquer à tes enfants, tu vois. Donc, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes à explorer par ça. Et je dirais que nous, alors là, du coup, je vais encore parler de nous, mais nous, aussi dans ce qu'on fait avec la diversification, tu vois, on fait avec les jeux ou on fait une appli qui s'appelle Mémorable. C'est aussi une approche de l'information, mais derrière quelque chose de ludique, culture G, travailler ta mémoire, mais dans lequel voilà, ça permet aussi de garder le contact avec ta marque. Ouais, donc ça c'est plutôt malin. C'est à la fois ça répond aux besoins qu'ont les gens de jouer, on sait que ça marche bien, quelque chose d'un peu aussi pédagogique, etc. Donc ça coche un peu toutes les et tu te désengages pas, tu as un rapport quand même parce que c'est ça le risque, c'est que la personne décroche et quitte ton média et voilà. Si elle vient que chercher ce genre de choses, effectivement c'est compliqué. Donc là vous offrez un bouquet de choses voilà, qui fait la que diversification de nos services, des choses plus servicielles en fait, peut être aussi un rempart à cette fatigue informationnelle. On va chercher autre chose au monde. C'est pas mal. C'est pas mal. Écoute, merci. On a fait le tour, a priori, des questions que je voulais voir avec toi. Est-ce que, pour finir l'épisode, tu as un truc cool? Et après, je te poserai quand même un feedback. Tu sais, je demande un peu sur le groupe WhatsApp des auditeurs. Donc, j'ai une question parce que c'est qui dit... Dans l'app, vous avez un champ pour que les usagers abonnés s'expriment sur les fonctionnalités de l'app. Il y a un truc de feedback. Ouais, tout à fait. Mais il n'y a pas de manière de suivre ce qu'on suggère et c'est dommage de ne pas le faire. Oui, bien sûr. Et voilà, donc c'est un message qui est passé auditrice comme ça en disant ce serait bien de pouvoir avoir un suivi des feedbacks tu sais, un peu comme ces votes qu'on peut faire. Ouais, tu atteignes un certain nombre. Il y a des plateformes, User Voice qui permettent de faire ce genre de choses. Voilà, petite suggestion. Ouais, on l'a fait en fait. On l'a fait quand on a refondu notre application mobile en 2021, je crois. Donc c'était avant que j'arrive, et sur lequel on avait un espace comme celui-là où pendant le protocole, la phase de bêta, on avait permis aux utilisateurs de faire leur retour et tester et de voter. Après, ça nécessite quand même je vous ai expliqué qu'on a, on collecte toutes ces données dans un référentiel. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de volume. Donc c'est vrai que ça nécessite une gestion et un management des retours. Si tu rentres dans ce processus, faut aussi manager les attentes, quoi. Tu vois. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait l'approche qu'on a généralisée. On le fait quand on a des gros projets, par exemple. On trouve que ça va vraiment, on va pouvoir l'actionner derrière. C'est pas tout à fait facile à notre échelle parce qu'on a beaucoup de volume d'arriver à le manager en permanence. Et que ce soit pas déceptif. Et que ce soit pas déceptif. C'est ça. Top. Et donc je te disais, est-ce que tu as un truc cool à nous recommander, quelque chose que tu as vu, lu, entendu, qui t'a ému, impressionné, ce que tu veux? Alors, j'ai deux choses qui me viennent en tête. Il y en a un truc média et un truc pas média. Mais sur la partie média, écoute, c'est pas très original, mais il y a plein de rétrospectives là en ce moment. Tu sais, j'ai la SNCF. On est bombardé cette année. Ouais, ça, c'est le grand format, les rap. Ouais, exactement. Vous l'avez pas fait au monde. On l'a pas fait, effectivement. Et moi, j'ai trouvé très bien faite celle du Wash Post que j'ai reçue, donc qui te dit les thématiques que tu as le plus appréciées, quel est le journaliste que tu as le plus lu. Ça, c'est intéressant aussi. C'est pas mal parce que j'ai vraiment appris un truc sur moi. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu apprends des trucs sur toi? Ouais. Mais en même temps, ils ne servent pas que de la rétrospective pour ça, parce que du coup, ils disent, tiens, journaliste, que tu veux pas t'abonner aux notifications dès qu'il publie un papier? Est-ce que tu veux pas le suivre sur Twitter? Et cette thématique, c'est ta préférée, t'es pas inscrit à la newsletter, là, comment ça se fait? Est-ce que tu veux pas t'inscrire? Et en plus, dans une UX qui est ultra léchée, ultra bien faite, donc hyper engageante, avec ton score, etc. Enfin voilà, qui te qualifie comme, qui te dit que moi je fais partie des 30% des lecteurs les plus assidus de cette journaliste, tu vois. Voilà, qui a un gros volume encore. Ouais. Mais non, ça c'est pas mal effectivement. Ça, je trouve que c'est assez bien fait et du coup ça peut nous donner des idées, quoi. Il y a encore ce truc de suivre vraiment des plumes, des journalistes, etc. C'est quelque chose que vous sentez dans les tests. Alors c'est probablement les mecs les plus fidèles, mais ça doit pas forcément représenter énormément de gens. Mais il y a cette notion encore de suivre vraiment quelqu'un. Oui, c'est des choses qu'on voit bien sûr, notre lectorat, il est très connaisseur des contributeurs et des différents rédacteurs du monde. Donc, on voit à la fois qu'il y a une adhésion vers certains lecteurs, vers certains journalistes. On voit aussi qu'il y a
il y a des papiers écrits par des journalistes qui font beaucoup d'audience, souvent parce que ce sont des journalistes associés à des thématiques qui sont porteuses d'audience. Mais c'est vrai qu'il y a un intérêt et on réfléchit à mieux exploiter ça justement dans les prochains mois parce que c'est pas quelque chose qu'on met très en avant aujourd'hui. Ouais, et puis en termes de fonctionnalité, ce que tu décrivais que propose le Washington Post, c'est pas mal. Tu vas pouvoir s'inscrire à une newsletter, même monter de manière purement automatique autour d'un mec, autour d'une ou même d'une rubrique ou d'un tag qui t'intéresse. Je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Ouais, tout à fait. Pardon, je t'ai coupé. Le deuxième truc cool qui est donc pas un média. Ouais, non, ça a vraiment rien à voir. C'est bien pour terminer. C'est juste, je suis allé voir Starmania, la scène musicale, et j'ai pris une grosse claque. C'était énorme. J'ai trouvé ça. Et puis tu connais les chansons par cœur? Eh ben maintenant oui, mais moi justement, en fait, je n'ai pas du tout vu la comédie musicale dans les années 80, et en fait, quand je suis allé voir ce spectacle, j'étais scotché de voir qu'on pouvait avoir ce niveau-là en France. En fait, je pensais qu'on voyait que ça aux États-Unis. Et en fait, c'est pas le cas. Le show est ouf, les lumières sont ouf, les chanteurs sont ouf. Donc, c'est à la scène musicale. À la scène musicale. Bah, je mettrai, écoute, un lien et ça t'as été scotché. Ouais. Bon, et ben écoute, peut-être à faire parce que Starmania, dans ma famille, c'est aussi un truc où on écoutait ça tout petit, on connaît ça par cœur. Merci beaucoup, Quentin, pour ton temps, le partage d'un peu de avec plaisir tout ce qui se passe au monde. Bravo pour découvrir Merci. Le dernier en date, et puis on suivra un petit peu tous ces lancements, tous ces produits. Et puis en tant qu'utilisateur et abonné, je le dis, c'est vraiment du travail de très grande qualité. Ah bah écoute, merci, je passerai les félicitations aux équipes. Ouais, exactement, parce qu'effectivement, voilà, tu l'incarnes, mais il y a aussi toutes les équipes derrière et des sacrées équipes. Donc bravo à elles. Merci à toi et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.